de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccins contre la COVID-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bientôt un creuset pour mettre en synergie scientifiques et praticiens du culte vaudou. Un colloque international s'organise à cet effet ce jour à l'université d'Abomey-Calavi. Les précisions avec le comité d'organisation dans ce 13h. Évaluation de la première phase du programme d'alimentation scolaire au Bénin. Des résultats satisfaisants sont notés. De bonnes perspectives sont envisagées dans le PAG 2021-2026. On en parle dans ce journal. CAN Cameroun 2021, la division sport nous propose le résumé des résultats de la journée du 18 janvier. Première victoire des Comores, élimination du Ghana, match nul entre le Gabon et le Maroc. Les détails, c'est dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. La vice-présidente du Bénin a reçu hier à son cabinet un amoureux du Bénin pour un tête-à-tête. Il s'agit d'un conseiller du Grand Est de Lorraine en France qui est pour la 3e fois au Bénin. Une nouvelle visite qui est consacrée à une exploration en vue d'un partenariat entre la ville de Bopa et celle d'Aimé Jean-Claude James et Jean Nombimé pour le point. Une femme à la vice-présidence du Bénin, une avancée politique, et l'hôte de Mariam Chabi Talatazime Yerima en est admiratif. En visite dans le pays des Amazones de Dahomey, le conseil régional du Grand Est en Lorraine, qui découvre peu à peu la ville de Bopa, n'a pas boudé l'opportunité d'être reçu par l'autorité. L'objet, je lui avais écrit quand j'ai vu sa nomination comme vice-présidente, puisque j'ai trouvé effectivement intéressant qu'il y ait une vice-présidente, une femme, qui était d'ailleurs ancienne, je crois, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et j'ai eu le bonheur qu'elle m'ait répondu en me disant que si vous passiez au Bénin, qu'elle me recevrait. Donc je lui ai écrit et elle m'a reçu, ce qui m'honore et me touche évidemment. Ça fait la 3e fois que je viens au Bénin, parce que je m'intéressais à la culture béninoise, aux religions endogènes, au christianisme céleste, et puis bref, à l'histoire du Bénin en général. Cette année, j'ai rencontré dans ma ville de Metz un secrétaire général de mairie, qui est secrétaire général de la mairie de Bopa, et qui m'a parlé de sa mairie, une ville d'eau avec Posotomé, des sources, etc. Metz est aussi une ville d'eau, une ville écologique, une ville aussi de 120 000 habitants. Et donc je suis venu aussi avec l'aval du maire de Metz pour voir si éventuellement on peut créer quelque chose avec Bopa. Amoureux du Bénin et visiblement connaissant les goûts littéraires de la vice-présidente de la République, Vous êtes philosophe? Je ne suis pas philosophe. Thierry Gourlot balise sans doute le terrain pour de probables partenariats. Merci beaucoup. Hommage aux retraités du Parlement béninois réunis au sein de l'Association des anciens parlementaires du Bénin. Ils se sont retrouvés au sein de l'hémicycle jeudi dernier où ils ont eu à parler à cœur ouvert avec le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Dakpe Soussou. Suivons quelques extraits de leurs expressions. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que c'est heureux que ce soit avec nous, que ce soit avec vous, que nous évoquions les 20 ans de vie de notre association. Que ce soit avec vous, que nous disions que notre sentiment de tout temps,
c'est que nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous y sommes déjà. Et nous avons toujours trouvé que nous n'avons jamais été compris, nous n'avons jamais eu le soutien que nous attendons des députés en fonction pour dire ensemble nous préparons leur avenir. Le président de l'Assemblée nationale est d'ailleurs conscient de cette réalité. C'est pourquoi une attention que je qualifierais de particulière a été accordée à la SNAP Bénin depuis l'installation de la 8e législature. La signature le samedi 28 novembre 2020 d'un protocole d'accord entre la SNAP Bénin et l'Assemblée nationale du Bénin n'est pas un non-événement. Cette démarche est la preuve tangible que nous avons un œil sur votre fonctionnement. Des actions majeures en perspective pour le secteur agricole dans le PAG2. Et dans ce document quinquennal sont notamment consignés le programme de plantation de grandes cultures et un nouveau type d'élevage. Le secteur agricole se renforce davantage avec ce nouveau plan de développement de la gouvernance. La présentation est faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le point avec Koudou Sablaï. En tenant compte des quelques faiblesses que nous avons observées. Il ne parle que le langage des records. Le secteur agricole béninois, avec sa filière coton, a marqué l'Afrique ces 5 dernières années. La thérapie des réformes impulsées par le PAG1 a permis au Bénin de tirer le maximum de ce secteur qui, jadis, croulait sous le poids de la mauvaise gestion. Le PAG1 a sonné le réveil du secteur agricole au Bénin et le PAG2 annonce des actions fortes. La mise en œuvre du programme de développement des grandes plantations, des grandes cultures, oui, c'est la première et grande innovation ici. La promotion d'un nouveau type d'élevage, un type d'élevage qui devient plus rentable à l'éleveur, un type d'élevage qui apporte plus de sécurité. Nous allons mettre en place un programme national de mécanisation agricole et de la petite irrigation. Enfin, je pense que la maîtrise de l'eau pour des fins agricoles, l'irrigation, les aménagements hydro-agricoles constituent un deuxième projet d'envergure pour le PAG2. Le secteur agricole dresse ainsi le lit au PAG2 pour un séjour quinquennal fructueux. Actuellement, 12 000 hectares ont été étudiés et feront l'objet d'aménagement. 8 000 autres hectares seront faits dans les pôles, disons dans les bassins du fleuve Niger, dans les bassins du Moro et pourquoi pas dans le bassin de l'Ouémé. De grâce, il s'agit d'identifier aussi des porteurs de ces programmes pour que les champs aménagés puissent être exploités, suffisamment exploités et donner le potentiel qu'il faut. Des innovations majeures interviendront davantage dans ce secteur pour sécuriser les acquis. La création d'une agence de gestion des grandes plantations, cela est évident, mais de deux, un office qui doit pouvoir gérer les plantations, les fermes d'État, les fermes semencières, pour nous garantir que nous sommes en une sécurité relative pour pouvoir aller loin dans la production. Dans tous les cas, le PAG2 c'est ouvert pour nous tous. Je vous invite à l'agriculture. Allons au champ. La terre ne ment pas. Le PAG2, document boussole de gouvernance, se porte garant. Aussi, le programme d'alimentation scolaire est à nouveau inscrit dans le PAG 2021-2026. Et pour en assurer le succès, les différents acteurs marquent une pause pour un exercice bilan. À l'occasion, les résultats encourageants obtenus sur la période 2016-2021 seront passés au peigne fin et les nouveaux besoins identifiés. Les précisions, c'est avec Rachidat Biomoma et Wenceslas Amoïmou.
2 jours durant, acteurs gouvernementaux, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers vont analyser les acquis de la phase 1 du programme d'alimentation scolaire, dégager les insuffisances, identifier les besoins en renforcement de capacités nationales. Les cantines scolaires, c'est un domaine qui est assez complexe et qui demande que chaque fois nous puissions nous retrouver pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut adapter, comment on peut avancer et que peuvent faire les uns et les autres. En réfléchissant aujourd'hui, nous sommes en train de poser des pas pour que le programme soit le plus durable possible. C'est ainsi que le plan stratégique par pays du PAM au Bénin 2019-2023 définit clairement le programme national d'alimentation scolaire comme une priorité stratégique clé et s'engage à renforcer les capacités institutionnelles pour permettre à terme un transfert de compétences au gouvernement. La couverture du programme d'alimentation scolaire passe de 51% à 75% à partir de 2022. La qualité des travaux du présent atelier devrait soutenir cette ambition du gouvernement. Je compte sur la qualité des réflexions des uns et des autres pour une bonne contribution à l'amélioration et la mise en œuvre d'un plan de renforcement de capacité dans le cadre du programme national d'alimentation scolaire intégré afin d'en assurer la durabilité. Avec cette phase 2 du programme d'alimentation scolaire, le programme alimentaire mondial et le gouvernement tiennent là leur pari, celui d'offrir encore plus de repas aux enfants du Bénin en boostant l'économie locale. Une loi sur l'alimentation scolaire devrait bientôt voir le jour pour sa pérennisation. Allons à Parakou qui fait face depuis plusieurs années à de nombreux cas d'accidents et cette situation inquiète les fils de cette ville du Nord Bénin. Et c'est dans ce cadre que le réseau Ousmane Traoré a organisé le week-end écoulé une séance de prière autour du roi de Parakou. Dignitaires, religieux, sages, notables, femmes et jeunes ont supplié Allah pour sa miséricorde sur leur ville. Reportage. Le cœur des enfants de la cité des Kobourou saigne. La ville de Parakou perd plusieurs de ses fils suite à des accidents de circulation. Face à ces cas répétés d'accidents mortels, le réseau Ousmane Traoré et les forces vives prient pour une cité sans événements tragiques. Nous avons fêté la nouvelle année 2022. Nous avons souhaité la paix, nous avons souhaité la quiétude, nous avons souhaité le bon vivre pour tous les Béninois. Mais force est de constater qu'il y a des accidents qui se répètent, surtout dans la ville de Parakou. Et l'Europe, dans sa dimension sociale, a pensé, n'est-ce pas, organiser une séance de prière pour voir si les membres de nos ancêtres, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, peut aussi écouter nos prières pour pouvoir diminuer un peu ce genre de choses. Plus d'une semaine après celui qui est survenu à Baïrou, dans le 1er arrondissement, avec plus d'une dizaine de morts, la douleur est encore vive et perceptible. C'est le moment pour nous de rendre un vibrant hommage aux vaillants citoyens de la cité des Kobourou ayant perdu l'âme dans cette catastrophe. Condoléances les plus attristées aux familles et proches. Chère Majesté, roi de Parakou, représentant de nos ancêtres, chers hauts dignitaires de la commune de Parakou, vous êtes le garant principal de notre culture endogène. De ce fait, vous avez un rôle très important à jouer dans cette mutation globale que nous subissons. Chers usagers de la route, chers jeunes, c'est l'instant pour nous de revoir notre vie en circulation. N'attendons pas que le pire arrive avant de changer. Un bœuf immolé en sacrifice pour supplier Allah, le très miséricordieux, pour que de tels drames ne se reproduisent plus dans la commune de Parakou en particulier et au Bénin en général. L'Organisation internationale d'Arrêt Aid, en collaboration avec l'Agence nationale de protection civile, a procédé à la remise de bacs motorisés aux communes les plus touchées par les inondations de 2021. La cérémonie s'est déroulée le lundi dernier sur l'ancien site de dragage de sable lagunaire Sisa Kobato. Les détails, c'est avec Génial Afouda, Moussi Agbouka et Igor Ayoso. 8 barques motorisées et des équipements de bord offerts aux communes les plus touchées par les inondations de 2021.
Ce don est le fruit d'un partenariat entre l'Organisation internationale Direct Aid et l'Agence nationale de protection civile, ANPC. Chacune de ces bacs motorisés est dotée du matériel de sauvetage, dont les gilets de sauvetage, des boîtes à pharmacie et des extincteurs. En effet, cette œuvre trouve essentiellement sa motivation dans la contribution à la réduction des cas de naufrage dus à la précarité des moyens de transport fluviaux lagunaires des populations vivant dans les zones rurales. La remise de ces équipements s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'opération d'assistance humanitaire au profit des sinistrés des inondations de 2021. L'objectif poursuivi est de renforcer ici les capacités de transport fluviaux lagunaire des dites communes et par ricochet de réduire sensiblement les cas de surcharge de bacs pour prévenir les chavirements mortels sur nos cours d'eau. Nous voulons ici, tout en remerciant l'Organisation internationale Direct Aid, qui œuvre aux côtés de nos communes pour accroître leur capacité de résilience, appeler d'autres organisations internationales à leur emboîter le pas. Car la question de la protection civile nous engage tous. Les communes bénéficiaires de ce geste humanitaire sont Ahozon, Ouida, Savé, Adjoum, Banikwara, Kome et Ouessé. Le Festival international de Porto Novo, on en parle encore. Une semaine après son déroulement, on fait le bilan des acquis. Et parmi les activités phares de ce bilan, il y a ce forum scientifique, restitution des patrimoines du Bénin, recherche en provenance, densification et transmission de savoir. Selon le maire de Porto Novo, le colloque vient apporter une réponse à la gestion des biens culturels du Bénin après leur restitution par la France. Charles Nyankouti est au micro de Fumé Bassao. Le président, dans son amour pour sa patrie, a tout fait pour que les biens qui sont nos biens culturels, une partie de ces biens retourne au pays, ce qui est une première dans le monde. Avec ce colloque, tous ceux qui sont en charge de ces rapatriements, de ce processus dans ces différents pays, étaient aussi au colloque, parce qu'ils étaient intéressés par l'après-restitution. Et c'est un colloque qui s'est donné comme principale tâche de réfléchir sur comment est-ce que la gestion des biens restitués va se faire après. Le fait de réunir les éminences grises des universités européennes, africaines et américaines montre combien la restitution des biens culturels est une question qui préoccupe les intellectuels de ces différentes universités et la gestion de ces biens restitués. Donc les actes du colloque que nous attendons, c'est vrai que ça ne viendra pas de suite. Nous avons demandé aux différents responsables qui ont conduit les travaux du colloque que nous ayons d'abord les conclusions du colloque en attendant que les actes du colloque ne viennent et ne soient transmis à l'autorité, au chef de l'État, pour qu'une exploitation efficiente puisse en être faite. C'est donc dire que le colloque du Festival de Porto Novo est également bénéfique pour la nation. Et la célébration du 10 janvier fait également objet d'un colloque international. Et la question est posée. Il aura lieu ce 19 janvier, aujourd'hui même, à l'université d'Abomey-Calavi. L'intérêt est de mettre en contact les praticiens du culte vaudou et le monde scientifique. Et en prélude à l'événement, un des organisateurs nous a édifié sur le sujet. Il est au micro de Christelle Tongodo et Wenceslas Armoïmon. Nous avons initié ce colloque sur le 10 janvier après, tout simplement parce que ça fait près de 30 ans que nous célébrons au Bénin le 10 janvier. Nous célébrons le 10 janvier. Le 10 janvier se succèdent et se ressemblent toujours. Si ce n'est pas la danse, c'est la musique et puis les vaudous aussi qui dansent et les touristes aussi qui viennent. Mais on se demande si le 10 janvier est réservé seulement à l'exposition, à la manifestation des vaudous, ou c'est une date qui a été retenue pour en fait travailler sur le Bénin, c'est-à-dire utiliser cette date pour
consolider la quête du développement et puis surtout la construction nationale. Ce colloque, en fait, va mettre l'accent sur, disons, l'intérêt qu'il y a de considérer Vodou comme le domaine non plus de la religion ou de la quête d'un Dieu très lointain, mais c'est un concept. Vodou est une pensée et nos ancêtres l'ont utilisé pour construire ce pays dans sa variété, à Haut-Danjomé, à Niki, à Poubert ou bien dans le Mono. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il recèle des solutions donc qu'il faut conquérir. Nous invitons la population, nous invitons tous ceux qui ont réfléchi dans ce domaine à l'université d'Abomey-Calavi et demain à 9h à l'amphi Idriss Déby. On connaît les qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN Cameroun 2021 dans le groupe B. Il s'agit du Sénégal et de la Guinée. Les Sénégalais finissent premiers et les Guinéens deuxième. Le Malawi va patienter. Blaise Adampo nous fait le point des matchs de la troisième journée dans ce groupe B. 18 janvier historique pour les Comores qui enregistrent leur première victoire à une phase finale de la CAN. Et tenez-vous tranquille pour leur première participation. Une victoire incroyable, 3-2 face au Ghana, éliminé de la compétition. Dans ce groupe C, nous avions aussi vécu un autre match incroyable entre Gabonais et Marocains. 2-2 à l'arrivée. Pour réduire le score à la 64e. Ils vont revenir à 2-2 12 minutes plus tard. Contraints d'aller chercher la victoire pour se qualifier en huitième, les coéquipiers choc du groupe, le Gabon a mené à 2 reprises face au Maroc, mais un superbe coup franc d'Achraf Hakimi a offert le nul 2-2 et la première place de la poule aux Lions de l'Atlas. Le Gabon finit deuxième. Au programme ce 19 janvier, l'Égypte doit confirmer dans le derby du Nil face au Soudan. Les Djourtous de la Guinée-Bissau peuvent-ils surprendre les Super Eagles qui veulent finir sur une bonne note et sont premiers du groupe D? Réponse après le coup d'envoi prévu à 20h. Au Kenya, la Cour suprême va réexaminer la révision de la Constitution. En Tunisie, le gouvernement demande au FMI un nouveau programme d'aide. L'interactualité, c'est avec Christelle Tongodo et Ariel Metaou. Au Kenya, la Cour suprême examine une révision constitutionnelle controversée. Il s'agit en effet d'un recours introduit par le président kenyan Uhuru Kenyatta. Dans son recours, il propose l'introduction des postes de Premier ministre, de 2 vice-premiers ministres, d'un leader de l'opposition et d'un plus grand nombre de députés. Le texte avait été rejeté par 2 décisions de justice. En Tunisie, dès sa formation en octobre dernier, plus de 2 mois après le coup de force du président Kais Saied, le gouvernement a demandé au Fonds monétaire international un nouveau programme d'aide. Le pays connaît sa plus grande récession depuis l'indépendance en 1956, en cause principalement la pandémie de Covid-19, mais pas seulement, souligne le FMI. Le taux de chômage dépasse les 18%. Le Fonds monétaire international préconise aussi d'accompagner une refonte du système des subventions par des mécanismes de compensation à destination des populations plus défavorisées. Les autorités tunisiennes se disent optimistes pour la possibilité d'un accord du FMI avant la fin du premier trimestre 2022. Et c'est tout pour ce 13h. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi.